Salut à toi, nous sommes Marie et Julien, ex-banquiers et anciens experts comptables, mais surtout investisseurs. Nous te souhaitons la bienvenue sur notre podcast Quitte le Boomer Dream. Ici on parle d'argent sans être chiant et on te donne les clés pour prendre tes finances en main, gérer ton patrimoine et investir. Le meilleur moment pour quitter la rat race commence dès maintenant et on espère te motiver chaque semaine à avancer dans cette quête. Chaque lundi, tu retrouveras notre épisode sur nos aventures hebdomadaires et sur les actualités du monde de l'investissement. Le jeudi, nous sortons un épisode sur un thème particulier du monde de l'investissement avec toujours le même objectif, vulgariser les sujets complexes et te faire progresser dans ce domaine. Nous recevons un invité par mois pour un parcours inspirant et une expertise différente sur de nouveaux sujets. Si tu apprécies notre podcast, je t'invite à t'abonner sur la plateforme d'écoute et à nous laisser une note de 5 étoiles, à partager cet épisode et ce podcast à 2 personnes de ton entourage pour nous aider à le faire grandir. On a hâte de te retrouver chaque semaine. Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien cette semaine. Pour une fois, c'est moi qui fais l'intro. Ouais. Surtout que, chose assez exceptionnelle, on enregistre un vendredi, ça arrive quasiment jamais. Les gens organisés que nous sommes n'avons pas l'habitude de faire ça 3 jours avant. Généralement, Exactement. Quand on tourne la veille pour le lendemain. Donc peut-être que ça serait une bonne habitude à prendre, je sais pas. Mais c'est aussi pour ça que je le précise, parce que forcément, on va parler un peu de l'actualité qu'il y a eu cette semaine et on sait jamais ce qui pourrait se passer dans le week-end. Trump qui fait Si sauter, voilà. Trump qui fait sauter l'univers entre-temps. Exactement, si ça contredit ce qu'on va discuter aujourd'hui, c'est pour ça que j'aime bien le préciser quand même. Tu veux démarrer direct avec les booms anecdotes ? Bah ouais, franchement, on va faire ça. Hein. Bah du coup, parlons de Trump. C'est un peu l'actualité de la semaine. C'est lui qui fait la pluie, le beau temps là en ce moment. On va pas se mentir, vous avez sans doute perdu une année de salaire sur votre portefeuille bourse ou sur votre portefeuille crypto cette semaine et c'est assez normal. Hein. On a connu un peu ce qu'on appelle un effet de panique sur les marchés. Je trouve assez similaire avec ce qu'on avait eu sur le Covid finalement. Alors certes, il a été plus lent parce que le Covid finalement de mi-février à grosso modo fin mars ça avait duré on va dire 5 à 6 semaines grand maximum, la période de baisse assez intense alors que là elle a été un peu plus espacée, ça baisse en réalité depuis mi-janvier depuis son investiture mais au final on a un peu le même effet de panique, au début ça baisse et puis ça baisse de plus en plus vite jusqu'à un moment donné où là la dernière semaine je sais pas si on n'a pas encore enregistré un -10 ou un -15 par rapport à ce qu'on avait enregistré et la semaine précédente et y compris sur certains actifs où on pensait un peu avoir trouvé ce qu'on appelle le bottom, donc c'est un peu le point bas en dessous duquel normalement on n'ira pas plus bas pendant la période de baisse, finalement on l'a encore cassé et ça arrive régulièrement parce qu'il faut bien voir que souvent dans ce type de moment il y a ce qu'on appelle les phénomènes de capitulation de marché, c'est-à-dire que il faut que quasiment c'est quand tout le monde pense que ça va continuer à baisser que en réalité la baisse s'arrête pour tout un tas de raisons. C'est déjà le fait que moi le premier quand par exemple je prends certains points sur les cryptos ou même sur la bourse les dernières semaines, je me disais voilà, on est relativement bas. Par exemple un Ethereum, on était juste en dessous des $2000, on avait été chercher à 1750 à peu près, on était remonté à 1900. Moi je me disais à mon avis on n'ira pas plus bas, on a sans doute trouvé le bottom et derrière on rebaisse encore de manière assez forte. Là on a eu un nouveau bottom à 1380, enfin c'est quand même dingue, c'est des prix sur Ethereum qui remontent à 2020 ou 2022 pour le revoir et franchement tout le monde nous parlait bull run, nouvelle ATH, etc. Il y a encore 4 mois, enfin le discours ambiant est plus du tout le même là-dessus et c'est des phénomènes qui sont assez importants parce qu'en fait c'est les moments aussi où on chasse tout le monde du marché et c'est un peu ça que je voulais faire transmettre cette semaine parce que il y a un peu les actualités de Trump qui fait le bras de fer, est-ce qu'il va y arriver, pas y arriver, mais il y a surtout sur ce point-ci sur les marchés un peu la logique de la psychologie des foules. Moi c'est un peu une approche que j'aime sur la manière dont on regarde les cours et dont on se demande si on a trouvé le point bas ou si c'est le moment d'investir ou pas. C'est souvent de regarder tout simplement la psychologie des foules et de un peu être toujours à contre-pied de ce que pense tout le monde. Là en ce moment, là je vois pas mal de gens qui nous parlent de récession, de chute drastique des marchés, qu'on serait sur un marché baissier qui durait 10 ans, qu'on serait sur une très grosse crise financière, etc. Souvent c'est le type de discours qu'on entend juste autour du point bas, juste avant que ça rebondisse, etc. Une fermeture des économies et que je me souviens par exemple il y a des secteurs comme l'aérien qui avait mangé moins 50% où on nous avait expliqué qu'en réalité l'aérien il allait retrouver on allait retrouver le même nombre de vols de l'année 2019 uniquement en année 2030 alors qu'en réalité on les a retrouvés en 2022, tu vois. Enfin c'est des trucs où il y a souvent de l'exagération par rapport
un peu à la panique et aux mauvaises news qui viennent sur le marché, et c'est souvent des moments où en prenant à contre-pied, encore une fois ce n'est pas un conseil en investissement mais c'est un peu pour vous montrer comment dans ces périodes-là vous pouvez un peu déjà vous rassurer, de vous dire que ça fait partie, hein, quand on investit en bourse, en crypto, c'est pas toujours tout vert, on fait pas que gagner, ça arrive dans toutes les classes d'actifs, il y a toujours comme ça des périodes un peu de baisse, c'est aussi pour ça qu'on dit que c'est des classes d'actifs qui sont assez volatiles, et que c'est pas votre épargne de précaution qui doit être mis en bourse ou en crypto, ni même par exemple l'épargne que vous allez mettre sur un bien immobilier, mais plutôt de l'épargne un peu plus long terme, où vous vous dites que justement dans ce type de période vous avez d'autres poches de liquidité qui vous permettent d'aller chercher le cash que vous auriez besoin pour d'autres projets. Mais c'est souvent des moments où si vous avez un peu de cash de dispo, il y a des opportunités assez importantes à prendre, parce que comme ça, quand les marchés sont très décotés, on a toujours le problème de se dire ok, quand on est haut, c'est trop cher, c'est pas le bon moment de rentrer, et quand on est bas, on est là, ah non, c'est la crise, ça va pas remonter, etc. Alors qu'au contraire, c'est vrai que quand le marché est un peu haut, ça veut pas dire qu'il va pas continuer à monter. Il y a plein de fois, le marché était haut, il a continué à monter pendant parfois une décennie entière, et à l'inverse, quand c'est comme ça dans des moments où vous avez un moins 30, un moins 40% sur les marchés, ça peut être intéressant de rentrer, de commencer toujours pareil avec la technique du DCA ou de pyramider votre rentrée. Vous voyez ça un peu comme vous voulez, mais c'est comme ça que vous allez pouvoir un peu saisir ces opportunités, et pas tout simplement vous dire ah non, c'est la fin d'un monde, etc. On nous sort ça à chaque fois, on nous a sorti ça à la crise des subprimes en 2008, on nous a sorti ça à la crise de l'euro en 2012, il y a eu le Covid, là maintenant c'est les tarifs douaniers, sachant qu'en plus les tarifs douaniers, vraiment c'est le genre de truc où demain matin ils se mettent autour d'une table, ils se mettent d'accord, ils font bon mais finalement il n'y a plus aucun tarif douanier nulle part, et probablement que pour les entreprises il y aura encore moins de tarifs douaniers qu'il y en avait avant. Enfin moi je suis un peu optimiste sur l'aspect politique de cette chose, mais c'est une des probabilités. Bah d'ailleurs, là, ça commence un peu à se débloquer. D'ailleurs, je sais pas ce que tu en penses, mais peut-être que ça va un petit peu remonter les marchés, parce que, bah déjà, il y a la Chine qui a tenté un coup en mode, OK, nous on augmente de 85 nos Oui. droits de douane, et Trump il a dit: «Bonsoir, ça sera 125 pour vous». Donc déjà, Ah ouais, ça complètement. tend pas mal les choses. Je sais que l'UE, nous, on a supprimé les nôtres, il me sem ou du moins, on n'a pas de fact-checker, mais ou du Je te moins ferai le fact-checking, vas-y, je te laisse terminer. du moins drastiquement baisser nos droits de douane, et demander une négociation du coup avec les USA sur nos droits de douane. Donc en réalité, je pense qu'en fait ça va être assez rapide, enfin tu sais ces semaines-là où on a l'impression que tout se tend. Mais je suis assez d'accord avec toi. Alors, sur l'aspect de l'Union européenne, je sais plus, je crois qu'il voulait nous mettre 25 ou 30% de droits de douane. Et là, pour l'instant, on est à 10. C'est-à-dire qu'il a mis un moratoire de 90 jours sur les droits de douane supplémentaires. Par contre, il a laissé le taux mondial de 10% qu'il avait prévu. Ça, honnêtement, je suis pas sûr qu'il l'enlèvera. Et ça paraît cohérent, même dans la zone euro. On n'est pas loin d'un taux de droits de douane, déjà pour les États-Unis, qui était autour de 6-8%. Donc, en termes d'ordre de grandeur, on y est. Ouais, et nous, du coup, l'Union européenne a suspendu ses droits de douane pendant 90 jours. Ouais, c'est Voilà. ça. Ben ça a été un peu la bonne nouvelle de la semaine. Donc il l'a annoncé, là on est vendredi, je crois qu'il l'a annoncé mercredi. Donc forcément il y a eu un gros rebond sur les marchés. Ça a été la plus belle journée boursière depuis 2008, je crois, avec des records de quasiment plus 10% sur les indices des actions. Enfin c'est impressionnant. C'est-à-dire qu'il faut bien voir qu'aujourd'hui il y a des actions qu'on fait en une seule journée, des prises de gains dignes d'une crypto. C'est-à-dire qu'il y a des actions, elles ont fait plus 15, plus 20% dans une journée, y compris des grosses caps. Hein. On parle pas d'une petite action qui a doublé parce qu'elle a eu une très bonne news. Non, on parle de Amazon, on parle de Apple, on parle de Nvidia qui ont vraiment repris des pourcentages à 2 chiffres sur la journée de mercredi. Et le seul point qu'il faut faire attention, c'est que ça peut repartir dans l'autre sens très vite. Il peut encore y avoir des mauvaises news dessus. Grosso modo, la stratégie de Trump, c'est de taper très fort, de faire très peur, et après de Oui. dire bon, ben On va finalement, renégocier à la allez, baisse. je vous laisse un ultime délai, on va se mettre autour de la table, vous allez me donner un petit peu, et on va se mettre d'accord. Moi, honnêtement, faut juger ça, je pense, avec assez de froideur, parce qu'encore une fois, dans cette histoire, on a un peu trois camps. On a les pro-Trump jusqu'à la racine qui disent qu'en fait il est génial et que c'est le génie de la négociation qu'il est. Il y a les anti-Trump qui l'étaient déjà avant son élection, qui vous disent ah ben on vous avait dit qu'il serait fou et qu'il allait ruiner le monde. Et il y a un peu tous ceux du milieu qui sont là en mode bah c'est vrai que Trump sur le papier on nous avait dit que ça serait bien pour l'économie, et finalement il fait carnage sur les marchés financiers. Donc il y a un peu les trois équipes. Je pense qu'il faut un peu prendre du recul là-dessus, et pas être un peu aveuglé, et simplement regarder qu'il a une stratégie. Je suis pas forcément persuadé que c'était la meilleure à avoir. Je pense que en réalité, il demande beaucoup et qu'il se contentera de beaucoup moins. C'est souvent en négociation, c'est comme quand vous négociez un bien immo, le bien est affiché à 200 000, vous faites une première offre à 140 000, le vendeur il fait ah non mais vous vous rendez compte, vous me spoilez presque, et en réalité à la fin des fins vous vous mettez d'accord sur un prix à 170 quoi. Grosso modo, moi je le vois venir un peu comme ça. OK.
Et est-ce que tu aurais des conseils, tu sais, pour ceux qui voient, du coup, leur portefeuille cracher? Je sais que ça peut être, tu sais, très, pas la fin du monde, mais c'est vrai que déjà ça fait pas plaisir et de 2, émotionnellement, c'est quand même l'ascenseur émotionnel, tu vois, en ce moment. Est-ce que tu as des conseils à donner? Oui, encore une fois, c'est toujours les mêmes règles, pas d'effet de levier. Toujours. Ou alors, si vous en faites, parce que je vous ai toujours dit dans ce podcast que moi, le trading en mode je vis du trading, je prends des trades toute la journée, etc. sur les marchés, j'y crois pas. Il y a que très peu de personnes qui y arrivent et c'est tellement difficile pour la majorité d'y Émotionnellement? arriver émotionnellement, etc. que ça vous vide. Mais c'est vrai que c'est des périodes où des fois vous avez comme ça une telle volatilité sur les marchés que vous pouvez avoir des opportunités, y compris un petit peu en trading. Alors bon, encore une fois, c'est pas un conseil d'investissement, vous faites attention et si vous n'en avez jamais fait ou si c'est pas du tout votre domaine, et éviter, mais il peut y avoir des belles opportunités qui se dessinent et c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'en fait, si vous avez par exemple une poche de liquidité, on va dire vous avez 10 000 euros et vous dites c'est peut-être le moment de rentrer sur les marchés, vous mettez pas 10 000 euros demain, vous mettez peut-être, je sais pas moi, 3-5 000 euros cette semaine et vous en gardez un petit peu pour les prochaines semaines histoire de voir ce qui se passe. Est-ce que les marchés rebondissent? Ok, vous aurez au moins chopé le point bas avec une partie de vos liquidités et vous pourrez réinvestir le reste au fur et à mesure que ça remonte. Soit en réalité, on est encore on n'est pas à l'abri d'une nouvelle baisse de 10 ou 20% sur les marchés et au moins vous aurez gardé un peu de liquidité pour acheter un peu plus bas. C'est toujours la même logique. Après, souvenez-vous toujours que dans la psychologie des foules, en réalité, souvent il se passe l'inverse de ce que tout le monde pense. Enfin, moi le premier, au moment où Trump est arrivé sur son investiture, moi je suis pas sorti même du tout du marché crypto parce que je trouvais que ça avait pas suffisamment monté. Je pensais qu'on n'était pas à la fin du bull run et que entre guillemets il y allait avoir des bonnes nouvelles. L'administration Trump sur virer, on parle encore de Gary Settler. Ouais. Il y a 4 mois maintenant, on n'en parle plus parce qu'il est parti. En plus, j'ai vu la news hier, ils ont mis je sais plus son nom, mais ils ont mis un nouveau pro crypto à la tête de la SEC. Ils ont arrêté je ne sais combien de procès contre je ne sais combien de projets crypto qui duraient depuis quasiment 4 ou 5 ans. Donc en vrai, il y a plein de points positifs qui sont arrivés là-dessus. Pour autant, au moment où Trump arrive, donc prend son investiture mi-janvier, on a quand même un petit peu des certains signaux de surchauffe. On a Trump qui lance son meme coin et son meme coin Ouais, qui ça fait des milliards de market on s'en cap en rappelle une pas, mais journée. c'était improbable, C'était un peu un signal de top de bah, marché. Il y ouais. avait également en plus le truc où je vous disais toujours que c'est quand tout le monde autour de vous commence à parler de crypto et à vous dire que tout le monde est en plus-value, c'est souvent à ce moment-là que ça commence à baisser. Donc ça, c'est un autre point qui commençait un peu à apparaître. Là, à l'inverse, quand tout le monde autour de vous vous dit que quasiment ils ont tout perdu et presque ils sont en train de pleurer et de regretter d'être rentrés sur le marché des cryptos, sur le marché des actions, c'est souvent le moment où en réalité on n'ira pas chercher plus bas, on n'est pas loin du point bas si on l'a pas déjà eu et on va pas tarder à rebondir, à repartir. Après, c'est toujours pareil, on va pas effacer 3 mois de baisse de quasiment moins 30% en une semaine. Ça va mettre du temps. Probablement, en général, on met souvent le double de la période que ça a mis pour baisser. Par exemple, on a vu pendant le Covid, finalement, ça avait baissé en 6 semaines. Ça avait mis, 3-4 mois à quasiment revenir sur les niveaux d'avant le crash. Là, on a mis 3 mois baissés. Je m'attends à ce qu'on mette à peu près 6 mois à remonter, ce qui serait une logique qu'en fin d'année, on revient sur des points un peu plus hauts. Après, il y a encore tellement de news dont c'est toujours compliqué là, parce que si on est boom anecdote, on va parler Ouais, je te 50 ans, jure. mais il peut se passer des choses du côté des banques centrales parce que là la Fed ils étaient en mode on veut pas baisser les taux pour l'instant alors que Trump il leur met une pression, il a deux doigts, j'ai vu qu'il voulait signer un décret pour les virer carrément. Donc il était en mode vas-y donnez-moi les Lui, il a pouvoirs. pas le temps, en fait. J'ai oublié son blaze au gars de la Fed aux États-Unis, mais allez dehors mon cousin, tu sais pas gérer les choses, moi je veux une baisse de taux, tu vas me la donner, tu vois. Et en réalité la Fed elle était surtout en mode on baisse pas les taux tant que l'inflation est pas revenue à 2%. Là forcément, étant donné que ça ralentit quand même l'activité économique Ah de ouais. mettre autant de pression sur les droits de douane, enfin ça ralentit quand même les investissements et en partie les importations, forcément on va aller dans un phénomène un petit peu de refroidissement de l'économie, même si moi le scénario récession j'y crois pas trop, mais en tout cas tous les économistes ont revu un peu leurs prévisions de croissance aux États-Unis cette année. Il est de 2,5, ils sont déjà passés pour l'instant 1,7 et il y a des estimations parfois un peu plus basses que ça. Je pense que on sera sur une inflation à 2% d'ici 2-3 mois aux États-Unis, qu'à ce moment-là le mec de la Fed il dira bon ok c'est le moment de baisser les taux et ça pour le coup ça va être vraiment le signal un peu je pense de reprise totale ou en tout cas partielle sur les indices boursiers. OK. Bon, on a fait assez assez le tour cette semaine, pour cette Ouais, news-là, mais il y a peut-être eu un autre point que j'ai vu aussi Ah cette pardon, semaine qui est vas-y, assez intéressant à le voir, c'est vas-y. que là actuellement le Bitcoin a moins de volatilité que le S&P 500.
Alors c'est Oui. toujours pareil, c'est là on compare un peu des petits pois et des carottes, c'est sûr. Le S&P 500 c'est un indice qui regroupe les 500 plus grandes entreprises américaines, et on compare le Bitcoin qui est une monnaie numérique aujourd'hui, un peu une réserve de valeur on va dire pour l'utilité que la blockchain Bitcoin offre aujourd'hui à ses utilisateurs. Donc c'est compliqué d'aller trop loin dans la comparaison, mais ce qu'on peut voir, c'est qu'en tout cas sur les dernières semaines, le Bitcoin a eu moins de volatilité que le S&P 500, c'est-à-dire que l'écart des cours entre le point le plus haut et le point le plus bas a été moins élevé sur Bitcoin que sur les marchés actions, ce qui est quand même dingue quand moi je pars d'une époque où justement un peu la finance traditionnelle crachait sur les cryptos en disant que c'était beaucoup trop volatile et que c'était n'importe quoi, qu'on en arrive à un point où aujourd'hui le marché action est autant volatile si ce n'est plus que le marché des cryptos. Après, encore une fois, on parle de Bitcoin qui, c'est vrai, se tient bien alors que, par exemple, le reste des altcoins a Ouais. complètement craché ces dernières semaines. Donc voilà, c'est toujours pareil, hein, on compare ce qui est comparable, mais c'est intéressant de voir que petit à petit, ceux qui étaient un peu dans la longueur de Un se peu dire que sceptique peut-être. non, mais même de se dire que Bitcoin en fait serait une vraie réserve de valeur et qu'à terme ça serait quelque chose qui serait pas tellement vu comme un actif à risque, ça vient parce que si veut dire que si demain la volatilité sur Bitcoin est inférieure à celle sur le marché des actions, ça veut dire que grosso modo d'un point de vue strictement financier, c'est moins risqué d'investir sur Bitcoin que sur le marché des actions. Ouais, c'est fou ça. Alors c'est pas le cas encore aujourd'hui, mais c'est des phénomènes qui sont quand même intéressants à noter, et c'est un peu dans ces périodes de crise où il y a des choses assez exagérées qui se produisent sur les marchés qu'on peut voir quand même des phénomènes qui sont intéressants. Mmh. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter là-dessus. Non, non, je suis plutôt d'accord avec toi, en vrai. Donc Bah, voilà, on donc verra bien ce qui en ça tout cas donne, hein. si vous avez des positions, si vous êtes déjà investi, je pense que faut rien faire, c'est aussi la bonne Non, oui, solution. attendez, en En tout fait. cas, me vendre maintenant, c'est pas intéressant. Enfin, je sais pas, par exemple, je me mets à la place de quelqu'un qui aurait acheté de l'Ethereum à 2000 ou 3000 $. Bah là, on a 1500. Très sincèrement, pour moi, c'est pas le moment de vendre. Enfin, ça serait bête de le faire maintenant. À l'inverse, si vous avez des liquidités, ça peut être le moment de rentrer, mais ne rentrez pas plein fer. Et encore une fois, vérifiez toujours ce que vous faites, hein. Vous êtes seul maître et seul décideur de vos actions là-dessus. OK. Concernant les autres boom anecdotes, mais en fait, on en a pas tant que ça cette semaine. Chez nous, c'est plutôt calme. En fait, on attend que quelques problèmes soient réglés. Tu sais qu'à force qu'on dise ça, les gens vont vraiment penser qu'en réalité l'immobilier c'est que des problèmes, vu que ceux qui ont un podcast dessus à chaque fois, toutes les semaines, ils sont la mode bombe. En fait, on gère des problèmes, hein, c'est un peu ça. Ouais, bah là, Non, on a quand même des bonnes nouvelles. On a toujours, on a d'autres lots qui se louent. Là, on est en attente de la fin des fins de Enedis qui doit poser une dernière. Enfin, ils doivent juste nous faire le raccordement de l'installation là qui est totalement fini. Ils en ont pour une matinée de travail. Et ça, c'est un peu le dernier point qu'on attend. Je les ai harcelés toute la semaine, toujours pas eu ma réponse, mais je pense que semaine prochaine, on va passer à l'étape 2 de la méthode d'harcèlement. Deux doigts de me déplacer à l'agence de Mérignac, quoi. ouais, exactement. Et si, on a eu quand même le papier de l'arrêté d'insalubrité, donc la levée de ça, on dirait pas, mais c'est Ça une y est. giga nouvelle. C'est vrai qu'on était un peu en mode, ouais, bon, Ouais, en fait, on est passé à autre chose, tu vois, ça, mais j'en ai parlé un peu cette semaine à deux, trois personnes qui m'ont posé la question, mais ça a été j'avoue que ça a été un souci qui nous a tellement usé. exactement qu'en fait, quand on a eu la bonne nouvelle, on n'a même pas l'effet Ah, super. ouais, allez, super, on va fêter ça, on va sortir le champagne, etc. On est en mode bon bah, allez, Ouais, on passe à la étape suite. suivante. On passe à la suite, ouais. Alors qu'en vrai, si, il faut Non, quand même le voir, c'est une c'est bonne une très nouvelle. bonne nouvelle. On est sorti et pas honte de le dire, de notre plus gros problème. On va enfin pouvoir faire l'épisode dédié dessus parce qu'en plus on vous avait parlé qu'on le ferait quand ça s'était totalement terminé, parce que moi je suis toujours un peu ce truc de, je suis pas superstitieux, mais je veux pas nous Ouais, porter mais l'œil, tu vois, de dire carré qu'un problème est réglé quand le problème est pas réglé. et je pense que ça sera sur YouTube, du coup. Là, on est censé récupérer notre matos YouTube ce week-end Ouais, et punaise, on va être youtubeur, mon Dieu. ouais. Et on va s'essayer un peu à YouTube, donc je pense que ça sera une de nos premières vidéos YouTube pour vous expliquer tout ça. Tiens, si, petite anecdote, enfin petite anecdote de la semaine en tout cas qui fait plaisir, notre compte Instagram fonctionne. Ah, On a un réel qui punaise, a fait ouais. 500 000 vues pour un compte à 200 abonnés. Franchement, je suis pas bien content. Non, en vrai, ça va, je sais pas pourquoi, il y a un reel qui a pété, pourtant, il est pas plus bizarre que les Ouais, en autres, fait, il était un mais peu putaclic parce que j'ai peut-être un peu abusé. La vérité, c'est que où t'as mis les chiffres en fait. c'est une trend et du Oui, coup, bah, moi, j'ai juste pris la trend et j'ai remplacé nos chiffres et bah, c'est vrai que quand vous avez un réel qui pète comme ça, bah, vous descendez dans les bas-fonds d'Instagram et là, il y a la blogosphère et par contre, dans nos commentaires, ça a beaucoup ragé. Alors bon, enfin, pour ce que ça vaut, mais c'est pas ça, c'est que ça a fait mettre en avant le réel et du coup, c'est bah, ça. C'est que on a un retenez truc qui a toujours. pété à 500 000 alors qu'on a genre 800 abonnés, donc why not, hein. Ouais, on a fait x4 sur nos abonnés en une semaine.
Et c'est surtout qu'il faut toujours retenir sur les réseaux sociaux, quand vous voulez avoir un peu de visibilité, plus vous avez des rageux, plus en fait ça vous fait monter, parce que les algos en fait ils fonctionnent uniquement à l'interaction. Donc en fait c'est des fois triste quand vous avez comme ça un réel qui est sympa, que tout le monde aime bien, parce qu'en réalité vous aurez moins d'interaction avec un truc que tout le monde aime bien que avec un truc qui est un peu plus clivant. Sachant qu'en plus le réel on l'avait même pas fait en mode vas-y ça va buzzer, on veut faire un truc clivant. C'est juste qu'il y avait des chiffres, et ce qui s'est passé c'est qu'en fait il y a plein de mathématiciens du dimanche qui sont venus mettre leur grain de sel, et encore une fois forcément on fait un peu un réel, on met 3-4 chiffres un peu imposants, parce que voilà c'est ce qui marche un peu sur par contre on n'a pas sur menti, c'est nos ah oui, chiffres, tout à en fait, on n'a fait, pas mais... menti dessus, mais le problème c'est que du coup eux, les gens qui viennent rager, ils en font des déductions en se disant ok, du coup s'ils nous ont parlé de ça sur leurs chiffres, on en déduit que, et du coup ils en viennent à faire des calculs. Enfin moi j'en adore, il y en a un, il a divisé du coup le nombre de lots qu'on avait par le montant total de nos loyers pour estimer qu'en fait on louait trop cher. J'étais là, mais en fait tu ne connais même pas la composition du parc. Forcément que Tu ne sais rien, Jon Snow. on a une cave qui se loue 100 € et on a un local commercial qui se loue 2009. Tu vois, enfin bon, j'ai pas pris le temps de lui expliquer tout ça, parce que c'est toujours pareil dans les commentaires, on va pas non plus leur répondre des pavés, mais je me dis c'est quand même dingue qu'ils sont dans la logique de se dire ok, s'ils ont 49 lots, ils ont acheté 49 T2. Bah en fait non, si j'ai acheté 49 lots, il y a probablement pas que des T2, tu vois. Ou alors il y avait et certains mathématiciens, parce que du coup on avait mis 3 millions bruts d'immobilier, qui est à peu près en arrondi notre parc aujourd'hui, et il y en a qui ont déduit que du coup 10 000 € de prêts par mois, c'était pas cohérent par rapport au montant. Mais en fait on n'a pas dit que c'était 3 millions de prêts, on a dit que c'était 3 millions de bruts, sauf que forcément les prêts ils sont beaucoup moins importants, on est à peu près à 2 millions aujourd'hui de capital restant dû, et que le montant brut tient compte de la plus-value latente. Donc en fait c'est plein de, enfin je trouve c'est marrant d'en parler, parce que c'est comme ça quand les gens savent pas, qu'ils font des espèces de suppositions et qui vont loin dedans. Enfin donc mais bon, merci à eux, parce qu'au moins Ouais. ça nous fait des commentaires et ça fait monter l'algo. Et J'en surtout profite. on a surtout eu beaucoup de commentaires gentils, et dans les DM c'est tombé beaucoup de Oui, gens qui oui, étaient oui. Non, gentils mais aussi. c'est pour ça. Moi, les rejeux, honnêtement, je m'en fous un petit peu. Ça m'atteint pas sur les autres. Enfin, je veux dire, quand t'as 16 ans, t'aimes pas quand les gens viennent commenter ta photo de profil Facebook, qui sont pas sympas. Mais bon, passer un certain âge, franchement. Ouais, ça passe un petit peu au-dessus. Peut-être juste avant qu'on fasse la dernière anecdote. Désolé, je te coupe, mais 2 fois que j'essaye de lancer tant ma bombe qu'on parle de anecdote. l'algo, n'hésitez pas encore une fois à nous mettre une note 5 étoiles si vous l'avez pas fait sur cet épisode. Je sais qu'il y a des nouveaux abonnés, parfois via le compte Instagram justement, qui nous ont découvert. Donc n'hésitez pas à mettre vraiment une note 5 étoiles sur Spotify ou sur Apple Podcasts si vous nous écoutez, voire un pouce bleu sur YouTube si vous l'écoutez sur YouTube. Ça nous aide vraiment encore une fois dans cette démarche de monter l'algo, d'essayer d'augmenter un peu notre visibilité. Donc si vous voulez nous donner un petit coup de main, ça prend des fois même pas 5 secondes. Bah franchement, encore une fois, mille merci à vous, et encore une fois mille merci à ceux qui l'ont déjà fait. Donc maintenant j'y suis sur ma bombe anecdote. Allez, vas-y, je te laisse. Alors cette semaine par contre on a, c'est pas pour rentrer dans le détail de l'histoire, mais c'est vrai qu'on a un commerçant qui veut sortir de son bail commercial, et en fait on lui a gentiment rappelé que en fait on sort pas d'un bail commercial. En fait on peut pas sortir d'un bail commercial. Oui, Sachez-le, si vous vous en signez un jour, vous êtes engagé, et en fait ce bail perdure. C'est-à-dire que soit effectivement on peut le rompre à l'amiable, mais en fait votre propriétaire n'a aucun intérêt à faire ça, soit vous le cédez à quelqu'un par un prix, ou je ne sais pas, avec le reste de votre fonds de commerce. Et c'est vrai qu'en fait on était un peu, je sais pas comment dire, un peu estomaqués de voir que le boug avait pas ça à l'esprit, quoi. Il était là, je vous rends les clés. Genre, t'as fait des travaux dedans, t'as fait 3 jours d'activité, tu veux rendre les clés. Enfin, c'est pas comme ça que ça marche, quoi, tu vois. Ouais, c'est une histoire qui m'a un peu contrarié cette semaine. Après bon, maintenant vous le savez, on a tellement que des fois on arrive un peu à faire la part des choses dessus. Mais c'est vrai que cette semaine on a eu, enfin bon, ça a commencé la semaine d'avant. Mais grosso modo, un preneur qui a pris un bail, un local commercial au mois d'octobre 2024, donc ça fait à peine 6 mois. Et en fait à l'époque il m'avait dit oui, je fais quelques travaux et je démarre mon activité en novembre, sachant qu'encore une fois le local qui lui avait été donné, s'il y avait des travaux à faire, c'était que de la déco, parce que en tout cas le local ne nécessitait pas de travaux au moment de la signature du bail. Il n'y avait même pas eu de différé de loyer là-dessus ou quoi. C'est simplement lui qui m'avait dit écoutez, je fais quelques travaux pour faire quelque chose de sympa et après je démarre. Ok, pas de souci. Et en fait au mois du coup là on est début avril, il me dit bon mais finalement j'ai jamais démarré mon activité. Ok, d'accord, bizarre en fait, pourquoi tu loues un local depuis 6 mois si t'as jamais démarré ton activité? Sachant que le loyer est quand même important, enfin c'est un local dans la région de Montpellier, donc Oui. en fait le prix est quand même important. Je me dis en fait ça fait 6 mois qu'il rentre pas de thunes,
et il paye un loyer flat, tu vois, enfin Ouais, vraiment. exactement. Et le souci, c'est qu'il était en mode, bon, ben maintenant, finalement, on change de projet de vie avec ma femme et je veux me débarrasser du local demain. Sauf que, en fait, le problème, c'est que ça marche pas comme ça et qu'encore une fois, faut remettre un peu les choses dans leur contexte. C'est que c'est lui qui, entre guillemets, prend des responsabilités de s'engager dans un bail commercial. C'est pas au propriétaire du jour au lendemain de lui trouver une solution. On peut trouver des solutions. Encore une fois, c'est de la négociation, c'est de l'accord dans un sens, mais le problème, c'est qu'il peut pas attendre que du jour au lendemain, on lui règle, entre guillemets, ses problèmes et qu'on en revient un petit peu à ce problème que, en permanence, les gens, ils veulent être assistés. Ils veulent qu'en fait on règle leurs problèmes à leur place ou qu'en tout cas ils ne supportent pas le coût de leur responsabilité. Sauf qu'encore une fois, quand tu t'engages dans un contrat, faut respecter le contrat. Le bail commercial, on l'a revu ensemble. Quand t'es commerçant, tu sais ce qu'est un bail commercial et en tout cas, moi j'ai toujours la même méthodologie, ce qui permet que la personne puisse pas me dire qu'elle a pas eu le temps de le lire. C'est que le bail commercial, je l'envoie 2 jours avant le rendez-vous de l'état des lieux. Donc en fait, en 2 jours, ils ont largement le temps de le revoir. Des fois, ils ont eu le temps de me poser une question, voire on a pu le revoir ensemble au moment de la signature. Ils savent dans quoi ils partent. Maintenant, c'est sûr que du jour au lendemain, tu peux pas décider de te débarrasser de ton local. Après, encore une fois, si tu veux trouver une solution, on peut en discuter, mais moi, j'apprécie pas parce qu'en réalité, il est arrivé tout de suite sur le terrain de dire non, mais à partir du mois d'avril, je peux plus payer le loyer. Il me dit ça le 3 avril. Je suis embête. En fait, non. Si tu voulais vraiment me dire ça, il fallait me dire là, je commence à être difficile sur mon activité. Grosso modo, je vais pas pouvoir payer le loyer indéfiniment. D'accord, ok, mais tu me mets pas dos au mur en me disant ce mois-ci, je peux plus payer quoi. C'est ça. Et après, forcément, bizarrement, on est pas mal sur le bon coin et t'es tombé sur son annonce de fonds de commerce. Ouais. Et là encore, alors du coup, en fait, il veut vendre son fonds de commerce, soit, mais en fait, il y a pas vraiment d'activité. Il dit, en fait, on a eu plusieurs prospects pour reprendre son local et en fait, il dit aux prospects que le loyer est négociable. Pas du tout. Oui, c'est ça. C'est qu'en plus. En fait, quand le bail est cédé, c'est-à-dire que toutes les conditions du bail et toutes les clauses sont cédées avec. Donc en fait, s'il cède son bail, si par exemple le bougon en face, il a pas de garant, en fait, c'est le garant initial du contrat qui reste garant de celui qui détient le bail. Tout à fait. Ou alors ça, faut vraiment le l'avoir à cédant l'esprit. qui reste caution du cessionnaire. Et en un sens, c'est aussi quelque chose. Enfin, c'est pour ça qu'on aime bien les locaux commerciaux, c'est que c'est quand même vachement plus Protecteur du propriétaire que l'habitation en fait. Et qu'est-ce qui se passe s'il paye pas? En fait, il a une caution, on envoie un huissier, mise en demeure, machin. S'il paye toujours pas, en fait, après, c'est saisi sur ses comptes et ça va assez vite. Et le contrat, par contre, je crois que c'est résolu une fois que l'huissier a fait clause résolutoire. Mais clause ça veut dire qu'il résolutoire, perd voilà. son fonds de commerce en plus. Voilà. Et quand vous avez mis plusieurs milliers d'euros dedans, parce que le fonds de commerce, qu'est-ce que c'est? C'est tous les éléments corporels, incorporels, clientèle de son activité. S'il les récupère pas, il a l'air con, quoi. Enfin, financièrement, je suppose Oui, que c'est c'est vraiment une perte c'est pas du de tout ouf. intéressant pour lui. Mais par contre, on peut pas, s'il veut céder son bail, on ne peut pas s'y opposer. Ça, c'est peut-être la seule. En fait, c'est toujours la particularité du bail commercial, c'est que tu ne peux pas t'opposer à la cession, parce qu'en fait, c'est un droit du commerçant de pouvoir céder son fonds. Par contre, effectivement, quand il y a une garantie, c'est pour ça que je vous recommande toujours de prendre une garantie sur la signature d'un bail commercial, c'est que pour le coup, même quand il cède son fonds, il n'a pas le droit de te faire renoncer à la garantie, et du coup, il faudra se mettre d'accord avec le propriétaire pour la faire substituer. C'est un peu comme ça que vous pouvez, entre guillemets, vous mettre un peu à l'abri, parce que, ok, il peut céder son fonds de commerce, mais par contre, soit lui, s'il est directement garant ou cautionnaire de son bail, soit son proche qui s'est porté garant pour lui, le restera pour le nouveau preneur. Et d'ailleurs, si un jour vous avez quelqu'un qui cède son bail, alors vous avez pas le droit de vous y opposer, c'est-à-dire vous avez pas le droit de dire non, je veux pas que vous cédiez votre bail, je veux que ça reste vous. Mais par contre, il faut que les formalités soient faites et ça, il faut prévenir bien à l'avance. Enfin, faut prévenir votre preneur qu'en fait, si les formalités de cession de fonds de commerce ne sont pas faites, en fait, il reste Il engagé. peut pas y avoir de cession. Et là encore, c'est un autre sujet, c'est qu'en plus... Ça, on l'a expliqué plusieurs fois, j'ai l'impression que personne ne le comprend. Voilà, en fait. parce que c'est pas la première fois qu'on a comme ça un preneur qui cède un fonds de commerce dont on est propriétaire des murs, et à chaque fois on leur dit, en fait, vous devez faire les démarches, vous devez soit prendre un avocat, soit prendre un notaire, forcément il y a des honoraires, ils sont là, mais je veux pas que ça me coûte. Ouais, mais en fait, si tu veux pas que ça te coûte, alors il y a pas d'autre solution, tu vois. Presque eux, ils seraient là en mode, non, mais c'est bon, il m'a payé 1000 € en espèces, il récupère le bail. En fait, non, moi je suis désolé. En fait, si justement j'ai un bail avec un contrat qui est écrit, qui est bien rédigé, c'est justement parce que je veux me protéger un peu d'une cession faite à moitié où entre guillemets elle serait pas déclarée et où entre guillemets ça viendrait bafouer mes droits de bailleur quoi. D'ailleurs, juste si par exemple une entreprise fait défaut, enfin
se fait liquider, etc. Je crois que quand même, c'est un des avantages du bail commercial, mais le propriétaire est quand même assez haut dans la liste des Oui. personnes qu'on rembourse, je crois. Il appelle ce qu'on appelle un privilège qui est un privilège de créancier qui est relativement haut. Après bon, tu passes toujours derrière l'État, Bah oui, forcément. mais c'est vrai que dans la liste de ceux qui seront payés, grosso modo dans les premiers t'as Je crois qu'on l'État est et avant les salariés en plus, non? non, t'es après les Après salariés. les salariés quand même. OK. Mais c'est vrai que du coup, c'est pour ça que c'est quand même un outil qui est relativement protecteur du propriétaire et qui est aussi protecteur du preneur. C'est pour ça que je trouve que le bail commercial, en tout cas en France, dans la manière dont les lois sont faites, est quand même mieux équilibré que par exemple le bail d'habitation qui est full en Pour le faveur locataire, du locataire. Là pour le coup les deux sont protégés en mode on protège le point le plus important pour le bailleur, c'est la perception de son loyer, mais par contre de l'autre côté le preneur lui a le droit de céder de son fonds de commerce, donc de vendre le fait qu'il ait travaillé, qu'il ait créé une clientèle et que de la valeur, quoi. son business vale quelque chose. Donc voilà, il y a un juste équilibre qui est trouvé entre les deux. Voilà, c'était juste pour faire un point sur la rupture du bail commercial parce que vraiment cette semaine c'est le truc qui nous a pris un peu le chou et j'ai l'impression que c'est super dur. Enfin, dès qu'on l'explique aux preneurs à chaque Ouais, fois, je sais pas, Ouais. Et le problème c'est toujours le même, c'est qu'en fait autant on est propriétaire, on est humain, on est sympa, on veut bien expliquer les choses, mais à un moment donné, genre je suis pas l'avocat ni le conseil du preneur. Et puis à un moment donné, enfin je veux dire, chacun est responsable. Quand tu signes quelque chose, tu le lis. Si tu comprends pas, tu te renseignes. Je veux dire, c'est pas, tu peux pas venir me reprocher de t'avoir fait signer un contrat. En fait, à un moment donné, t'es grand, t'es majeur, je te fais un contrat, c'est écrit, c'est écrit en Arial Police 12, y a rien qui est caché quoi. Je veux dire, il suffit juste de lire et si tu comprends pas, tu cherches sur Google quoi. En plus, le preneur, il pensait que ça allait être fait, la session allait être faite Oui, c'est ça, genre en plus, il pensait là, à 14h. aujourd'hui, tu vois? Et Ouais, j'étais là, bah, c'est ça, ça va le pas ou week-end quoi? dernier, il m'a envoyé un message, il m'a dit: «Oui, aujourd'hui 14h, on fait la session». J'étais là: «Mais en fait, ça ne marche pas comme ça, même si on le voudrait, c'est pas possible, quoi». Je sais pas. Pourtant, ça avait l'air d'être quelqu'un, quand même assez, enfin, il était bien, quoi. Je veux Oui, dire, il y avait oui, en enfin, plus, c'est comme c'était quelqu'un qui était bien, avec qui on avait de très bonnes relations jusqu'à maintenant. Là, c'est juste que sa femme est cadre, je crois. Donc, enfin, je veux dire, c'est pas des gens oui, bêtes, quoi. voilà, sa femme est cadre, et cetera. Donc le problème, c'est que, là, le souci, c'est que moi, en tant que propriétaire, il m'a totalement ready sur sa problématique parce qu'en fait, C'est trop agressif comme ouais, discours. c'est ça, en fait, tout de suite, il a joué la carte de l'agressivité. Le problème, c'est qu'OK, tu joues la carte de l'agressivité, moi, je vais jouer la carte de mes droits de bailleur et je vais pas t'arranger, quoi. Mmh. Enfin bon, renseignez-vous bien sur, les bails commerciaux. Peut-être qu'on en fera des vidéos un peu plus je sais même pas si on avait fait un épisode sur les bails commerciaux. Baux commerciaux, punaise. Si, il me semble qu'on en avait fait un. Ah ouais, mais je pense que ça serait bien de faire un rappel parce qu'en vrai, c'est quand même un outil intéressant. On vous dit à jeudi. À jeudi pour la suite de nos aventures. Allez, bonne semaine. Ciao. Salut, ciao.